Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble pour quelques heures de lecture ce soir et je vous propose donc de continuer la lecture de d'une œuvre d'Émile Zola qui s'intitule Germinal, que vous connaissez tous probablement pour l'avoir lu ou peut-être même vu au cinéma. On se replonge donc dans les aventures d'Étienne, un jeune ouvrier qui se retrouve au chômage et qui va donc se diriger vers le nord de la France pour trouver un emploi dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et il va réussir à se faire embaucher aux mines de Montsou, où il connaîtra évidemment des conditions de travail absolument effroyables et épouvantables. Et à partir de ce moment-là, il va donc faire la connaissance d'une famille de mineurs de père en fils, la famille Maheu, et donc va tomber amoureux de leur fille Catherine Maheu, un personnage qui va arriver un tout petit peu plus tard dans le roman. Là, on en est au tout début, il arrive dans les mines, la situation est difficile. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça a été une œuvre très emblématique, justement par sa dureté et son réalisme. Et elle aura donc profondément marqué l'histoire de la littérature française, mais également le cinéma français pour son adaptation cinématographique de 93 avec Miou Miou, Renaud et Gérard Depardieu, donc dans les rôles d'Étienne, de Catherine et de son amant, un autre ouvrier qui s'appelle Chaval. Voilà. Je vous propose tout de suite de poursuivre la lecture. D'ici là, également, je vous le rappelle, je vous invite à nous écrire, à nous envoyer vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions sur l'émission. N'hésitez pas, écrivez-moi. Ça s'affiche là juste en bas de l'écran. Vous tapez #VBN. Tout de suite, place à la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous sur D8. Sa voix avait pris une sorte de peur religieuse. C'était comme s'il eût parlé d'un tabernacle inaccessible, où se cachait le Dieu repu et accroupi auquel ils donnaient tous leur chair, et qu'ils n'avaient jamais vu. Au moins, si l'on mangeait du pain à sa suffisance, répéta pour la 3e fois Étienne, sans transition apparente. Dame, oui, si l'on mangeait toujours du pain, ça serait trop beau. Le cheval était parti, le charretier disparut à son tour d'un pas traînard d'invalide. Près du culbuteur, le manœuvre n'avait point bougé. Ramassé en boule, enfonçant le menton entre ses genoux, fixant sur le vide ses gros yeux éteints. Quand il eut repris son paquet, Étienne ne s'éloigna pas encore. Il sentait les rafales lui glacer le dos, pendant que sa poitrine brûlait devant le grand feu. Peut-être tout de même ferait-il bien de s'adresser à la fosse. Le vieux pouvait ne pas savoir, puis il se résignait, il accepterait n'importe quelle besogne. Où aller et que devenir à travers ce pays affamé par le chômage? Laisser derrière un mur sa carcasse de chien perdu. Cependant, une hésitation le troublait. Une peur du voreux, au milieu de cette plaine rase, noyée sous une nuit si épaisse. À chaque bourrasque, le vent paraissait grandir, comme s'il eût soufflé d'un horizon sans cesse élargi. Aucune aube ne blanchissait dans le ciel mort, les hauts fourneaux seuls flambaient, ainsi que les fours à coke, ensanglantant les ténèbres sans en éclairer l'inconnu. Et le voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bête méchante, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine. Chapitre 2. Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les 4 immenses corps de petites maisons adossées, des corps de caserne d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les 3 larges avenues, divisées en jardins égaux. Et sur le plateau désert, on entendait la seule plainte des rafales dans les treillages arrachés des clôtures. Chez les Maheu, au numéro 16 du 2e corps, rien ne bougeait.
Des ténèbres épaisses noyaient l'unique chambre du premier étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l'on sentait là. En bas, en tas, la bouche ouverte, assommée de fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l'air alourdi avait une chaleur vivante. Cet étouffement chaud des chambrées, les mieux tenus, qui sentent le bétail humain. 4 heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée. Rien encore ne remua. Des haleines grêles sifflaient, accompagnées de 2 ronflements sonores. Et brusquement, ce fut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait par habitude compté les 4 coups du timbre à travers le plancher, sans trouver la force de s'éveiller complètement. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante qu'elle se renversait entre les 2 épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin. Maintenant, la chandelle éclairait la chambre carrée à 2 fenêtres, que 3 lits emplissaient. Il y avait une armoire, une table, 2 chaises de vieux noyer dont le ton fumeux tachait durement les murs, peints en jaune clair, et rien d'autre. 2 hardes pendues à des clous, une cruche posée sur le carreau, près d'une terrine rouge servant de cuvette. Dans le lit de gauche, Zacharie l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché avec son frère Jeanlin, qui achevait sa 11e année. Dans celui de droite, il y avait 2 mioches, Lénore et Henri. La première de 6 ans, la seconde de 4, dormaient au bras l'un de l'autre. Tandis que Catherine partageait le 3e lit avec sa sœur Alzire, si chétive pour ses 9 ans qu'elle ne l'aurait même pas senti près d'elle sans la bosse de la petite infirme que lui enfonçaient les côtes. La porte vitrée était ouverte, on apercevait le couloir du palier, l'espèce de boyau où le père et la mère occupaient un 4e lit contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue. Estelle, âgée de 3 mois à peine. Cependant, Catherine fit un effort, désespéré. Elle s'étirait, elle crispait ses 2 mains dans ses cheveux roux, qui lui embroussaillaient le front et la nuque. Fluette pour ses 15 ans, elle ne montrait pas ses membres hors du fourreau étroit de sa chemise. Des pieds bleuis comme tatoués de charbon et des bras délicats dont la blancheur de lait tranchait sur le teint blême du visage, déjà gâté par les continuels lavages au savon noir. Un dernier bâillement ouvrit sa bouche un peu grande, aux dents superbes dans la pâleur chlorotique des gencives, pendant que ses yeux gris pleuraient de sommeil combattu, avec une expression douloureuse et brisée qui semblait enfler de fatigue sa nudité entière. Mais un grognement arriva du palier. La voix de Maheu bégayait, empâtée. « Sacré nom, il est l'heure. C'est toi qui allumes, Catherine. »« Oui, père, ça vient de sonner en bas. »« Mais dépêche-toi donc, fainéante. Si tu avais moins dansé hier, dimanche, tu nous aurais réveillés plus tôt. En voilà une vie de paresse. » Et il continua de gronder. Mais le sommeil le reprit à son tour. Ses reproches s'embarrassèrent, s'éteignirent dans un nouveau ronflement. La jeune fille, en chemise, pieds nus sur le carreau, allait et venait par la chambre. Comme elle passait devant le lit d'Henri et de Lénore, elle rejeta sur eux la couverture qui avait glissé et ils ne s'éveillaient pas, anéantis dans le gros sommeil de l'enfance. Alzire, les yeux ouverts, s'était retournée pour prendre la place chaude de sa grande sœur, sans prononcer un mot. « Dis donc, Zacharie. Et toi, Jeanlin, dis donc, » répétait Catherine debout devant les 2 frères qui restaient vautrés, le nez dans le traversin. Elle dut saisir le grand par l'épaule et le secouer, puis, tandis qu'il mâchait des injures, elle prit le parti de les découvrir en arrachant le drap. Cela lui parut drôle. Elle se mit à rire, lorsqu'elle vit les 2 garçons se débattre les jambes nues. « C'est bête. Lâchez-moi, » grogna Zacharie, de méchante humeur, quand il se fut assis. « Je n'aime pas les farces. Dire, nom de Dieu, qu'il faut se lever. » Il était maigre, dégingandé, la figure longue,
sali de quelques rares poils de barbe avec les cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille. Sa chemise lui remontait au ventre. Il la baissa, non par pudeur, mais parce qu'il n'avait pas chaud. « C'est sonné en bas, répétait Catherine. « Allons, oup !» Le père se fâche. Jeanlin, qui s'était pelotonné, referma les yeux en disant « Va te faire fiche, je dors. » Elle eut un nouveau rire de bonne fille. Il était si petit, les membres grêles, avec des articulations énormes, grossis par des scrofules, qu'elle le prit à plein bras. Mais il gigotait, son masque de singe blafard et crépus, troué de ses yeux verts, élargi par ses grandes oreilles, pâlissait de la rage d'être faible. Il ne dit rien. Il la mordit au sein droit. « Méchant bougre », murmura-t-elle en retenant un cri et en le posant par terre. Alzire, silencieuse, le drap au menton, ne s'était pas rendormie. Elle suivait de ses yeux intelligents d'infirme sa sœur et ses 2 frères, qui maintenant s'habillaient. Une autre querelle éclata autour de la terrine. Les garçons bousculèrent la jeune fille, parce qu'elle se lavait pendant trop longtemps. Les chemises volaient, pendant que, gonflé encore de sommeil, il se soulageait sans honte, avec l'aisance tranquille d'une portée de jeunes chiens. Grandis ensemble, du reste. Catherine fut prête la première. Elle enfila sa culotte de mineure, passa la veste de toile, noua le béguin bleu autour de son chignon, et dans ses vêtements propres du lundi, elle avait l'air d'un petit homme. Rien ne lui restait de son sexe que le dandinnement léger des hanches. Quand le vieux rentrera, dit méchamment Zacharie, il sera content de trouver le lit défait. Tu sais, je lui raconterai que c'est toi. Le vieux, c'était le grand-père, Bonnemort, qui travaillait la nuit, se couchait au jour, de sorte que le lit ne refroidissait pas. Il y avait toujours dedans quelqu'un à ronfler. Sans répondre, Catherine s'était mise à tirer la couverture et à l'aborder. Mais depuis un instant, des bruits s'entendaient derrière le mur. Dans la maison voisine, ces constructions de briques installées économiquement par la compagnie étaient si minces que les moindres souffles les traversaient. On vivait coude à coude, d'un bout à l'autre, et rien de la vie intime n'y restait caché, même aux gamins. Un pas lourd avait ébranlé un escalier, puis il eut comme une chute molle suivie d'un soupir d'aise. « Bon, dit Catherine, Levaque de sang, et voilà Bouteloup qui va retrouver le Levaque. » Jeanlin ricana. Les yeux d'Alzire eux-mêmes brillèrent. Chaque matin, il s'égayait ainsi du ménage à 3 des voisins. À un veur qui logeait un ouvrier de la coupe à terre, ce qui donnait à la femme 2 hommes, l'un de nuit, l'autre de jour. Philomène tous, reprit Catherine après avoir tendu l'oreille. Elle parlait de l'aînée des Levaque, une grande fille de 19 ans, la maîtresse de Zacharie, dont elle avait 2 enfants déjà, si délicate de poitrine d'ailleurs, qu'elle était cribleuse à la fosse, n'ayant jamais pu travailler au fond. « Ah, oui, Philomène, répondit Zacharie. Elle s'en moque, elle dort. Ces cochons dormirent jusqu'à 6 heures. » Il passait sa culotte lorsqu'il ouvrit une fenêtre, préoccupé d'une idée brusque. Au dehors, dans les ténèbres, le coron s'éveillait. Des lumières pointaient une à une entre les lames des persiennes. Et ce fut encore une dispute. Il se penchait pour guetter s'il ne verrait pas sortir de chez les Pierron, en face, le maître Porion du Voreux, qu'on accusait de coucher avec la Pierronne, tandis que sa sœur lui criait que le mari avait, depuis la veille, pris son service de jour à l'accrochage et que bien sûr Dansaert n'avait pu coucher cette nuit-là. L'air entrait par bouffées glaciales. Tous 2 s'emportaient, en soutenant chacun l'exactitude de ses renseignements lorsque des cris et des larmes éclatèrent. C'était dans son berceau Estelle que le froid contrariait. Du coup, Maheu se réveilla. Qu'avait-il donc dans les eaux? Voilà qu'il se rendormait comme un propre à rien. Et il jurait si fort que les enfants à côté ne soufflaient plus. Zacharie et Jeanlin achevèrent de se laver avec une lenteur déjà lasse. Alzire, les yeux grands ouverts, regardait toujours les 2 mioches, Lénore et Henri, au bras l'un de l'autre. N'avaient pas remué, respirant du même petit souffle malgré
le vacarme. « Catherine, donne-moi la chandelle !» cria Maheu. Elle finissait de boutonner sa veste, elle porta la chandelle dans le cabinet, laissant ses frères chercher leurs vêtements un peu de clarté qui venait de la porte. Son père sautait du lit, mais elle ne s'arrêta point. Elle descendit en gros, bas de laine à tâtons et alluma dans la salle une autre chandelle pour préparer le café. Tous les sabots de la famille étaient sous le buffet. « Te tairas-tu, vermine ?» reprit Maheu, exaspéré des cris d'Estelle qui continuaient. Il était petit comme le vieux Bonnemort et lui ressemblait en gras, la tête forte, la face plate, livide, sous les yeux jaunes, coupés très courts. L'enfant hurlait davantage, effrayé par ses grands bras noueux qui se balançaient au-dessus d'elle. « Laisse-la, tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire », dit la Maheude en s'allongeant au milieu du lit. Elle aussi venait de se réveiller. Elle se plaignait, c'est bête de ne jamais faire sa nuit complète. Il ne pouvait donc partir doucement. Enfouie dans la couverture, elle ne montrait que sa figure longue, aux grands traits d'une beauté lourde, déjà déformée, à 39 ans, par sa vie de misère et les 7 enfants qu'elle avait eus. Les yeux au plafond, elle parlait avec lenteur pendant que son homme s'habillait. Ni l'un ni l'autre n'entendaient plus la petite qui s'étranglait à crier. « Hein ? Tu sais, tu comprends, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement. Encore 6 jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous, vous apportez 9 francs. Comment veux-tu que j'arrive ? Eh bien, nous sommes 10 à la maison. »« Oh, 9 francs !» se récria Maheu. « Moi et Zacharie, 3. Eh bien, ça fait 6. Catherine et le père, 2. Ça fait 4. 4 et 6, 10. Et Jeanlin, 1. Donc, ça fait 12. Oui, enfin, 12, mais il y a les dimanches et les jours de chômage, et jamais plus de 9, tu entends ? » Il ne répondit pas, occupé à chercher par terre sa ceinture de cuir. Puis il dit en se relevant : « Faut pas se plaindre, je suis tout de même solide. Il y en a plus d'un à 42 ans qui passe au raccommodage. » Possible, mon vieux, mais ça ne nous donne pas du tout, ça ne nous donne pas de pain. Mais qu'est-ce que je vais fiche, dis ? Tu n'as rien, toi. Moi, j'ai 2 sous. Garde-les pour boire une chope. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais fiche ? 6 jours, ça n'en finit plus. Nous devons 60 francs à Maigrat, qui m'a mise à la porte avant-hier. Ça ne m'empêchera pas de retourner la voir, mais s'il s'entête à refuser. Et la Maheude continua d'une voix morne, la tête immobile, fermant par instants les yeux sous la clarté triste de la chandelle. Elle disait le buffet vide, les petits demandant des tartines, le café même manquant, et l'eau qui donnait des coliques des longues journées passées à tromper la faim avec des feuilles de chou bouillies. Peu à peu, elle avait dû hausser le ton, car le hurlement d'Estelle couvrait ses paroles. Ses cris devenaient insoutenables. Maheu parut tout d'un coup les entendre, hors de lui, et il saisit la petite dans le berceau, il la jeta sur le lit de la mère en balbutiant de fureur. « Tiens, prends-la, je l'écraserai. Nom de Dieu d'enfant, ça ne manque de rien, sa tête, et ça se plaint plus haut que les autres. » Estelle s'était mise à téter, en effet. Disparue sous la couverture, calmée par la tiédeur du lit, elle n'avait plus qu'un petit bruit goulu des lèvres. Est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir ? Reprit le père au bout d'un silence. La mère pinça la bouche d'un air de doute découragé. Oui, ils m'ont rencontré. Ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux Léonore et Henri s'ils me donnaient 100 sous seulement. Le silence recommença. Maheu était prêt. Il demeura un moment immobile. Puis il conclut de sa voix sourde. « Qu'est-ce que tu veux ? Mais c'est comme ça. Arrange-toi pour la soupe. Ça n'avance à rien d'en causer. Vaut mieux être là-bas, au travail. » « Bien sûr, répondit la Maheude. Souffle la chandelle, je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Il souffla la chandelle. Déjà, Zacharie, Jeanlin descendaient. Il les suivit.
et l'escalier de bois craquait sous leurs pieds lourds chaussés de laine. Derrière eux, le cabinet de la chambre était retombé aux ténèbres. Les enfants dormaient, les paupières d'Alzire elle-même s'étaient closes, mais la mère restait maintenant les yeux ouverts dans l'obscurité, tandis que, tirant sur sa mamelle pendante de femme épuisée, Estelle ronronnait comme un petit chat. En bas, Catherine s'était d'abord occupée du fer, la cheminée de fonte, à grille centrale, flanquée de 2 fours, et où brûlait constamment un feu de houille. La compagnie distribuait par mois à chaque famille 8 hectolitres d'esquillage, charbon dur ramassé dans les voies. Il s'allumait difficilement, et la jeune fille qui couvrait le feu chaque soir n'avait qu'à le secouer le matin en ajoutant des petits morceaux de charbon tendre triés avec soin. Puis, après avoir posé une bouillotte sur la grille, elle s'accroupit devant le buffet. C'est une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, peinte en vert comme d'une propreté flamande, avec ses dalles lavées à grande eau et semées de sable blanc. Outre le buffet de sapin verni, l'ameublement consistait en une table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, des enluminures violentes, les portraits de l'empereur et de l'impératrice, donnés par la compagnie, des soldats et des saints bariolés d'or, tranchés crûment dans la nudité claire de la pièce. Il n'y avait d'autres ornements qu'une boîte de carton rose sur le buffet. Et que le coucou à cadran peinturluré, dont le gros tic-tac semblait emplir le vide du plafond. Près de la porte de l'escalier, une autre porte conduisait à la cave. Malgré la propreté, une odeur d'oignon cuit, enfermé depuis la veille, empoisonnait l'air chaud. Cet air alourdi, toujours chargé d'une âcreté de houille. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre. Il s'agissait de faire les tartines pour eux 4. Enfin, elle se décida, coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage et frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet et la double tartine emportée chaque matin à la fosse. Bientôt, les 4 briquets furent en rang sur la table, répartis, avec une sévère justice depuis le gros du père jusqu'au petit de Jeanlin. Catherine, qui paraissait toute à son ménage, devait pourtant rêvasser aux histoires que Zacharie racontait sur le maître Porion et la Pierronne. Car elle entrebâilla la portée d'entrée et jeta un coup d'œil dehors. Le vent soufflait toujours, des clartés plus nombreuses couraient sur les façades basses du coron, d'où montait une vague trépidation de réveil. Déjà des portes se refermaient, des files noires d'ouvriers s'éloignaient dans la nuit. Était-elle bête de se refroidir puisque le chargeur à l'accrochage dormait bien sûr? En attendant d'aller prendre son service à 6 heures, elle restait, elle regardait la maison de l'autre côté des jardins. La porte s'ouvrit, sa curiosité s'alluma, mais ce ne pouvait être que la petite des Pierron, Lydie, qui partait pour la fosse. Un bruit sifflant de vapeur la fit se tourner. Elle ferma, se hâta de courir, l'eau bouillait et se répandait, éteignant le feu. Ce sera tout pour cet épisode, mais on se retrouve très prochainement pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux. Allez-y, écrivez-moi vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions sur l'émission. On vous répondra avec grand plaisir. Pour cela, c'est simple, vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de l'écran. Vous tapez #VBN. D'ici là, eh bien, vous passez une bonne nuit, une belle journée pour ceux parmi vous qui se lèvent ou une très belle soirée en notre compagnie sur D8. À très bientôt.